même temps, mon intervention sera une forme de récit qui se veut être un peu la généalogie du terrorisme islamiste qu'on connaît et qui est si frappant depuis les attentats du 11 septembre, mais qui a commencé bien sûr avant, en lien avec effectivement mon dernier gros travail, qui est le film cité par Bertrand Lebeau, La confrérie enquête sur les frères musulmans, et qui sera aussi un livre à paraître chez Grasset au mois de janvier. C'est une enquête qui m'a beaucoup appris, ça fait déjà de nombreuses années que je travaille sur ces thématiques, mais j'ai eu l'idée d'aller tout simplement m'adresser à eux, c'est-à-dire à la maison mère égyptienne, et plus précisément à son politburo qui s'appelle le Bureau de la Guidance, et qui rassemble 15 cadres supérieurs, si on veut cet adjectif, de la confrérie des frères musulmans, et qui prend en charge le destin de cette confrérie, à la fois au niveau national, mais aussi régional, et qui fixe les grands axes des maisons sœurs partout dans le monde. Vous savez que cette confrérie a été brièvement au pouvoir en Égypte, mais également en Tunisie, plus partiellement au Maroc, et que nous tourne aujourd'hui une page de ces pouvoirs fréristes au Maghreb et au Moyen-Orient, une nouvelle page s'ouvre, on verra bien ce qu'elle donne. Mais, sans aller plus loin, je vais revenir sur la généalogie et l'origine de cette confrérie et essayer de tisser les liens qui ont permis l'explosion du terrorisme islamiste à partir des années 70. D'abord, qu'est-ce que les frères musulmans? C'est une société créée en 1928 par un jeune enseignant, Hassan al-Banna. Et la date de 1928 est décisive dans le sens où nous sommes 4 ans après la disparition du dernier califat, c'est-à-dire le califat ottoman qui disparaît comme conséquence de la Première Guerre mondiale en 1924 et qui va devenir dès lors un État-nation laïque. Dans ce contexte, les accords Sykes-Picot qui vont définir en fait les frontières de des pays composant l'ancien califat et qui vont être placés sous domination occidentale, principalement française et britannique, vont véritablement révolutionner à la fois les modes de vie, les mentalités, et puis les systèmes sociaux et politiques des pays concernés. On est vraiment dans un monde qui s'effondre et un nouveau qui apparaît, et évidemment, pour un certain nombre de populations, les plus traditionnalistes, les plus rigoristes, c'est quelque chose de terrible qui se produit, puisque les pouvoirs et les administrations qui, naguère, étaient dévolus aux oulémas, c'est-à-dire aux religieux musulmans, en sont dépossédés, et c'est l'État qui va, un État donc pénétré d'idées occidentales, laïcité, démocratie, royauté, monarchie en l'occurrence, mais aussi l'infiltration des idées communistes. Tout cela va véritablement mettre en péril les acquis qui, pendant 14 siècles, ont régenté la vie des gens. Et donc c'est contre ce mouvement très intense que va se dresser Hassan al-Banna et autour de lui un certain nombre de religieux, mais pas seulement, qui déplorent les changements que connaissent la région et particulièrement l'Égypte. À partir de là, une organisation va être créée et un programme politique en 1936 extrêmement rigoriste, extrêmement sécuritaire et qui, au fond, dresse les lignes d'une société totalitaire. Pourquoi?
parce que si évidemment l'islam est la racine de l'idéologie des frères musulmans, elle n'est pas la seule. Les frères musulmans, dès l'origine, et particulièrement dans les années 30, sont extrêmement influencés également par les mouvements fascistes européens, et particulièrement le nazisme. Les nazis vont d'ailleurs financer la branche secrète et terroriste dès l'origine de la confrérie, puisque la confrérie a toujours avancé sur 3 plans différents. Un plan humanitaire qui vient en aide, et c'est aussi une prescription religieuse, aux plus défavorisés via la création d'associations d'entraide, et qui répond à une exigence de l'islam qu'on appelle zakat et sadaka. C'est un impôt qui est versé pour l'entraide, pour les pauvres, et la confrérie va se charger de redistribuer ces biens sous forme d'assistance sociale et médicale. C'est évidemment, il y a des arrière-pensées politiques, la meilleure manière de clientéliser et de réislamiser les populations ciblées. Il y a aussi un programme, donc un projet politique, et puis il y a une organisation paramilitaire, parce que dès le début, les frères musulmans se considèrent comme des soldats de Dieu, et ça n'est pas un vain mot. Ils vont se jeter massivement d'ailleurs, notamment dans différents conflits qui les opposent aux Anglais sur le canal de Suez, mais aussi en 1948. Ils vont amener des contingents qui vont se battre aux côtés des armées arabes coalisées contre le tout jeune État hébreu. Donc, il y a à la fois un programme politique, un programme humanitaire et un programme martial qui va prendre différents aspects selon les époques, et des aspects évidemment aussi terroristes, puisque en 1948, la confrérie, qui vient d'être interdite par le roi Farouk, assassine le Premier ministre Nokrashi Pacha, et l'année suivante, c'est le fondateur de la confrérie, Hassan al-Banna, qui est lui-même assassiné en mesure de représailles par la police secrète du régime. Je rappelle la devise des frères musulmans telle que l'a établie Hassan al-Banna de son vivant. Donc, premier guide suprême de la confrérie, Dieu est notre but, le prophète est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie, le martyr est notre plus grande espérance, parce qu'il y a la volonté, dès le début, dès la création de la confrérie, d'inverser ce qui est alors la devise de l'islam, l'amour de la vie, et de lui substituer l'amour de la mort. Et c'est véritablement une rupture, pas seulement sémantique, mais véritablement programmatique, une perception nouvelle de l'islam. Il y a, dès le début, bien sûr, la volonté de réislamiser et de recréer le califat islamique, mais il y a aussi un idéal à atteindre, mais qui est évidemment perçu d'abord comme tel, comme un idéal, et pas véritablement comme un projet ou un programme politique, mais qui va devenir au fil des décennies, qui est l'islamisation du monde. Cette islamisation du monde va devenir centrale, après la mort de Hassan al-Banna, dans l'œuvre du plus grand intellectuel et du plus grand penseur issu de la confrérie, qui est Saïd Qutb, et c'est lui véritablement, d'un point de vue idéologique, qui va être à l'origine du terrorisme islamiste en développant un certain nombre de concepts. Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette figure qui est fondamentale. Il est né la même année que Hassan al-Banna, il a étudié dans le même organisme de formation des maîtres que Hassan al-Banna, mais à l'époque ils ne se connaissent pas et ils ne se rencontrent pas. Pourquoi? Saïd Qutb vient d'une mouvance plutôt laïque, plutôt libérale. Il n'est pas du tout imprégné de religiosité, c'est quelque chose qui se révèle très tard chez lui. C'est un écrivain et même, on pourrait dire, un poète romantique. On considère en haut lieu, et même, dit-on, que le roi Farouk en était informé. On pense que l'envoyer, par exemple, étudier la pédagogie dans une université du Colorado aux États-Unis lui fera le
mettra certainement un terme à la contestation interne et à son penchant de plus en plus islamiste. C'est absolument tout le contraire qui va se produire. Il est absolument révulsé par ce qui l'entoure aux États-Unis, les mœurs, la mixité, et particulièrement l'indécence des femmes américaines. Il va voyager partout dans le pays, et partout il n'y voit que mécréance, débauche, et ça va en réalité accélérer sa tendance vers l'islamisme, et surtout vers les frères musulmans. Lorsqu'il est aux États-Unis, deux événements fondamentaux vont se produire. D'une part, la guerre de 48, et d'autre part, l'assassinat du fondateur Hassan al-Banna en 49. Et lorsqu'il rentre en Égypte, il intègre immédiatement la confrérie. Et c'est vrai que sa puissance intellectuelle, c'est vrai que son charisme va véritablement écraser la confrérie, au point que le successeur de Hassan al-Banna, au titre de guide suprême, Hassan al-Rantaibi, sera toujours dans l'ombre de la figure de Saïd Qutb, qui abandonne son métier d'enseignant pour prendre les plus hautes responsabilités, notamment en termes de propagande, au sein de la confrérie. Et c'est là qu'il va créer, ou qu'il va forger, je vais passer vite quand même, deux concepts qui sont à la racine de l'idéologie des groupes islamistes, et particulièrement d'Al-Qaïda. Le premier, c'est l'idée du djihad offensif. Dans l'islam, au fond, on doit faire la guerre que lorsque l'on est agressé. C'est vrai que la conquête, l'idée de la conquête est une idée ambivalente, mais elle n'est pas formalisée comme telle. Pour Saïd Qutb, qui donc va donner une version, une lecture extrêmement particulière et fondamentaliste de l'islam, le monde est en proie à la jahiliya. La jahiliya, c'est ce deuxième concept dévastateur, qui d'ailleurs va être théorisé dans son dernier ouvrage, Jalons sur la route de l'islam. C'est l'idée de l'ignorance pré-islamique. Le progrès, la vérité, apparaît à partir de la création de l'islam, et au fond, l'idée de Qutb, c'est que le monde, et pas seulement d'ailleurs les pays occidentaux ou les pays non musulmans, mais également les pays musulmans tels qu'ils se trouvent, dans l'état dans lequel ils se trouvent à l'époque, sont dans cet état d'ignorance pré-islamique. Et donc ce que l'Occident appelle le progrès est en réalité une régression. Pour faire le bonheur de l'humanité entière, il faut unifier l'islam à l'échelle planétaire, et donc mettre fin au malheur qui s'est emparé du monde. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire, il est même un devoir, de recourir au djihad offensif. Donc, d'une certaine manière, il valide l'idée d'une violence militaire pour imposer le règne de l'islam. Je vais passer très vite sur sa relation avec Nasser, qui va se terminer, comme vous le savez peut-être, par son exécution en 1966. Après des décennies d'incarcération, de torture, c'est une histoire dans le siècle tout à fait fascinante. Mais les idées de Saïd Qutb vont lui survivre. Et j'en viens aux éléments concrets en lien avec la confrérie qui vont amener la création de groupes terroristes qu'on va désormais appeler salafistes à partir des années 70. Alors quels sont-ils et pourquoi sont-ils créés? Ils sont d'abord créés en Égypte. Au tout début des années 70, dans les universités égyptiennes. Et ce sont particulièrement deux de ces groupes, la Jama'a al-Islamiyya et Al-Jihad. Ce sont des créations des frères musulmans. Les frères musulmans les ont créés parce qu'ils ne pouvaient pas officiellement les assumer. Pourquoi? Sadat venait d'arriver au pouvoir et il a desserré l'étau dans lequel alors la confrérie était piégée, elle n'avait pas droit, elle était interdite, elle n'avait pas le droit de se créer en association,
ses prêches étaient surveillés, réglementés. Bref, elle n'avait pas la liberté qu'elle souhaitait, et Sadat, en arrivant au pouvoir, redonne de l'air à la confrérie qui peut à nouveau avoir des activités associatives, politiques, et la liberté du prêche. Mais Sadat se rapproche d'abord des communistes, et puis, après l'échec de la guerre du Kippour, des États-Unis. Tout ça déplaît fortement à la confrérie, qui est embarrassée. D'une part, elle ne veut pas perdre les acquis dont Sadat leur lui a donné la jouissance, mais d'autre part, elle veut s'opposer pied à pied à Sadat sur ces deux points. À la fois l'opposition communiste à l'intérieur et puis à l'extérieur, le rapprochement avec les États-Unis. C'est la raison pour laquelle elle va donc organiser la contestation à partir d'un mouvement étudiant qui va s'appeler dans un premier temps la Jabhat al-Islamiyya et dont l'émir en Haute-Égypte va être celui qu'on appelle aux États-Unis le cheikh aveugle, Omar Abdel-Rahman. Mais un événement ou deux événements vont alimenter cette contestation jusqu'à faire de ce mouvement étudiant, ou transformer ce mouvement étudiant en organisation clandestine et terroriste. D'une part, c'est la paix, le traité de paix, les accords de Camp David avec Israël, et là, l'irréparable pour les frères est commis, et pour toutes les tendances de l'islam politique, dominé par les frères musulmans. Et d'autre part, c'est la révolution islamique en Iran. Les frères sont à la racine de la révolution islamique en Iran, mais je n'ai pas le temps ici d'entrer dans les détails, et je répondrai à cette question peut-être une autre fois, ou en réponse à des questions si vous en avez. Toujours est-il que, tel un boomerang, la révolution islamique en Iran va inspirer l'idée d'un coup d'État pour installer une république islamique en Égypte. Et c'est l'origine même de l'assassinat d'Anwar el-Sadat, perpétré par une toute jeune organisation Al-Jihad, en lien avec la figure tutélaire d'Omar Abdel-Rahman, l'émir de la Jabhat al-Islamiyya, mais la répression qui s'abat au lendemain de l'assassinat de Sadat ne permet pas de mener à terme le projet de révolution islamique. Et donc, les organisations sont partiellement détruites, leurs leaders traînés dans les tribunaux, et je pense que vous connaissez tous les images où on voit tous les leaders de la Jabhat al-Islamiyya, des frères musulmans, de ce qu'il en reste, beaucoup ont réussi à fuir en Arabie Saoudite, et d'Al-Jihad, dont la figure écrasante va s'imposer au cours de ce procès, c'est la figure d'Ayman al-Zawahiri, aujourd'hui actuel numéro 1 d'Al-Qaïda, alors jeune homme très méconnu qui avait créé une cellule terroriste au sein d'Al-Jihad, ou qui deviendra Al-Jihad alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est un médecin. Mais, pour des raisons d'ailleurs assez justes, il n'écopera que de 3 ans de prison. À sa sortie, il retourne, il avait déjà effectué 2 séjours au Pakistan parce que a lieu un combat décisif à ce moment des musulmans, et je dis les musulmans au sens le plus large, contre l'Empire soviétique sur le sol afghan. Alors pourquoi les musulmans? Pourquoi est-ce que ça ne concerne pas que les Afghans? Parce qu'il y a de son côté un homme qui est lui-même frère musulman, et un frère musulman palestinien qui s'appelle Abdullah Azzam et qui est le véritable créateur d'Al-Qaïda, le créateur méconnu d'Al-Qaïda. Abdullah Azzam a créé ce qu'on appelle le MAC, le Maktab al-Khadamat, le bureau des services, dont la maison mère se trouve à Brooklyn. Quel est son rôle? Fournir des contingents armés de djihadistes pour se battre aux côtés des Afghans contre, disait-il, ceux qui voulaient imposer la mécréance par la force, c'est-à-dire les soviétiques. Et donc il va créer, c'est un véritable internationaliste, des espèces de bataillons
dont les recrues viennent des Philippines, du Maghreb, d'Égypte, des pays du Golfe, bref, de l'ensemble de la Oumma, qu'il va envoyer d'abord au Pakistan pour être formé dans des camps d'entraînement, et puis ensuite déverser sur le front afghan. Ayman al-Zawahiri fait sa rencontre, et il fait la rencontre de son jeune protégé saoudien, qui vient d'ouvrir un camp d'entraînement, et qui s'appelle, vous savez, Oussama Ben Laden. Véritablement, c'est un groupe, dès l'origine, qui est totalement sous la tutelle intellectuelle des idées de Saïd Qutb, au point que, vous l'aurez compris, les fondateurs d'Al-Qaïda sont tous des membres ou affiliés à la confrérie islamiste des frères musulmans. C'est le cas évidemment de Abdullah Azzam, dont j'avais dit 2-3 mots, c'est le cas de Ayman al-Zawahiri, et c'est aussi le cas d'Oussama Ben Laden, puisqu'il y a à peu près un an, Ayman al-Zawahiri a révélé que Oussama Ben Laden était membre d'une cellule clandestine, c'est-à-dire non reconnue par la maison mère égyptienne, des frères musulmans en Arabie Saoudite. Et on voit bien les filiations. Ajoutons que lorsqu'il était étudiant à Jeddah, Oussama Ben Laden avait reçu l'enseignement de Muhammad Qutb, le frère de Saïd Qutb, qui a à l'époque écrit un best-seller en reprenant la thèse de la Jahiliya dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure. Et qui a écrit un best-seller qui s'appelle L'ignorance, c'est le terme de la traduction de Jahiliya, au XXe siècle. Donc vous voyez qu'à la fois en termes programmatiques, dans les objectifs qu'il se fixe, dans la ligne idéologique, et en même temps aussi dans sa structure même, Al-Qaïda, comme la Jamaat Islamiyya, comme Al-Jihad, est une créature, une création, un produit dérivé des frères musulmans. Alors on me demande effectivement de faire le lien avec le Hezbollah. Nous célébrons aujourd'hui, enfin célébrer n'est peut-être pas le mot qui convient, en tout cas c'est l'anniversaire de l'attentat du Drakkar perpétré à Beyrouth en 1983 par le Hezbollah. Je vais essayer de faire court, en même temps c'est impossible de faire court. Je crois que je vais m'arrêter là en fait. Alors, peut-être très rapidement, pourquoi, comment est-il possible au fond que l'idéologie sunnite des frères musulmans soit à l'origine de la révolution islamique dans le plus grand pays chiite? Je vais essayer de faire court. Mais quand même, ça nécessite un certain nombre de développements. À l'origine de tout ça, il y a un jeune homme fanatique, iranien, qui dirige une organisation clandestine, terroriste, qui s'appelle les Fédayines de l'Islam. Il s'appelle Nawaf Safawi. Pour des raisons politiques, idéologiques, les frères musulmans, au début des années 50, et notamment à l'initiative de Saïd Qutb, et de son bras droit à l'époque, qui deviendra ensuite guide suprême jusqu'en 2010, qui s'appelle Mohamed Mehdi Akef, la confrérie veut unifier avant tout l'islam, avant d'unifier l'humanité, et donc se rapprocher des autres grandes tendances de l'islam, et notamment des chiites. En 1953, et c'est véritablement décisif, les frères musulmans organisent la deuxième conférence islamique mondiale à Jérusalem, qui, vous le savez, est encore sous domination jordanienne. Et elle invite le chef des Fédayines de l'Islam, Nawaf Safawi. Là, Nawaf Safawi fait un discours qui va être véritablement une réorientation, une rupture fondamentale de quelque chose que les frères, dont les frères avaient l'intuition mais qu'ils n'avaient pas su formaliser. Et Safawi va le faire avec une redoutable efficacité en créant, en faisant d'Israël un élément conceptuel décisif. Il dit, au fond,
Israël n'est pas qu'une affaire nationale, n'est pas une affaire de mauvais voisinage avec les autres pays arabes, non. Israël, ou la question palestinienne, ne concerne pas la région, elle concerne l'ensemble de la Oumma. C'est un devoir sacré, c'est un devoir religieux, c'est un waqf, c'est-à-dire c'est un bien sacré de l'islam. Il va sacraliser le territoire du califat, au milieu duquel se trouve ce petit État qui vient d'être créé. Et donc, si la terre est sacrée, et si elle est sacrée pour l'ensemble du monde islamique, eh bien, Israël ne peut être qu'un sacrilège. Donc, si vous voulez, il islamise une question qui est initialement une question, au fond, politique. Et ça va véritablement émerveiller les frères musulmans qui sont là et qui l'écoutent. Et ils trouvent la solution via Nawab Safawi à cette intuition. Si bien que l'année suivante, en 1954, ils l'invitent à venir tenir conférence au Caire. Nawab Safawi s'y rend, sa conférence est interdite par Nasser, et elle devait avoir lieu à l'université, et du coup elle a lieu au centre, au QG des frères musulmans. Et là, c'est véritablement une romance qui va s'établir entre le petit groupe et l'idéologie de Safawi et celle des frères musulmans qui est tellement proche qu'elles vont fusionner. Lorsque Safawi rentre en Iran, les Iraniens n'appellent plus son organisation les Fédéines de l'Islam, ils la nomment Akhwan al-Muslimin, qui veut dire les frères musulmans. Donc il y a vraiment une fusion idéologique, organisationnelle, qui se fait entre ce groupe dominant, qui va devenir dominant, les frères musulmans sur la scène de l'islam sunnite, avec cette petite organisation fanatique chiite.